Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le constat est fait, ignorent leurs droits et obligations. Alors face à cette situation, le Conseil supérieur de la magistrature a voulu prendre les taureaux par les cornes et agir avec diligence sur le terrain. Et qu'est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature fait exactement pour pouvoir remonter la pente ou corriger le tir? C'est pour cette raison que nous avons les deux magistrates avec nous ce matin. Alors, je m'en vais tout de suite démarrer. Madame Djidonou, ma toute première question, le Conseil supérieur de la magistrature suprême, de la magistrature, tant pour moi, est-elle une institution prévue par la Constitution togolaise? Merci, M. Joachim. Le Conseil supérieur de la magistrature est institué par la Constitution de la 4e République, adoptée par référendum le 27 septembre 1992 et modifiée entre-temps en 16 articles 115-117. En application de cet article, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême sont régies par la loi organique numéro 97-04 du 6 mars 1997. Donc, c'est prévu par la Constitution du Togo. Ah, donc, c'est prévu par la Constitution du Togo. Sinon, on pouvait penser que bon, c'est une initiative peut-être du ministre de la Justice ou peut-être de la Cour suprême. Non, c'est une institution constitutionnelle. Voilà. Et comment sont choisis ces membres? Madame Hadji Azanlezi. Merci Joachim pour cette invitation qui fait connaître le Conseil supérieur de la magistrature aux Togolais et aux Togolaises, bien sûr. Les membres, d'abord il y a 9 membres qui composent le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a 3 membres qui sont des magistrats de la Cour suprême choisis par... il y a 2 qui sont choisis par les magistrats de la Cour suprême. Le 3e, c'est le président de la Cour suprême qui est membre de droit, membre d'office. Il est président du Conseil supérieur de la magistrature en vertu de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, de facto, lui, il est président. On ne le lit même pas. Non. D'accord. Le président de la Cour suprême de droit est président du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a 4 autres membres qui sont également des magistrats. Il y a 2 qui font partie des tribunaux du Togo et 2 également qui sont magistrats des 2 cours d'appel du Togo. Bon, tous ces 4-là, 2 des tribunaux et 2 des cours d'appel, sont élus par leur père des tribunaux et des 2 cours d'appel du Togo. Il y a 2 cours d'appel, une à Lomé et l'autre à Kara. Oui. Donc, tous ces magistrats se réunissent pour élire les 4 membres. Bon, il y a aussi un membre qui n'est ni de la magistrature, ni de l'appareil judiciaire ou bien ni de l'appareil judiciaire. Ah, d'accord. Donc, c'est un membre, un député à l'Assemblée nationale élu par ses pairs, qui représente l'Assemblée nationale au sein du Conseil. Il y a le 9e membre qui n'appartient ni à l'Assemblée nationale ni à la magistrature. Donc c'est une personnalité désignée par le chef de l'État. En raison de ses compétences en matière judiciaire et autres, la personne là est choisie par le chef de l'État. C'est la Constitution, c'est le texte sur le CSM qui le prévoit. Donc cette personne que le chef de l'État doit nommer est censée maîtriser aussi les rouages du droit, je pense. Tout à fait. Sinon, parfois on désigne des gens qui ne s'y connaissent pas. C'est pour cette raison que j'ai eu à poser la question. Mais l'important pour les Togolais, c'est de savoir quelles sont les attributions alors du CSM, c'est-à-dire de la Cour suprême, du Conseil supérieur de la magistrature. Madame Djidonou. Merci. Le Conseil supérieur de la magistrature joue un rôle important dans le recrutement, la nomination et l'avancement des magistrats. Donc toute la carrière des magistrats est gérée par le Conseil supérieur de la magistrature jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite. Il est aussi le conseil de discipline des magistrats. C'est pourquoi le CSM est là, il fait sa tournée pour pouvoir faire connaître les droits et devoirs des justiciables et permettre aux justiciables de pouvoir initier des actions contre les magistrats indélicats. Enfin, il intervient dans la procédure des recours de grâce aussi.
Si vous êtes condamné à la prison civile, vous êtes à la prison civile condamné, vous demandez grâce présidentielle. La demande de grâce est transmise au Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République pour avis. Ah, donc, c'est le chef de l'État qui vous transmet la demande de grâce présidentielle. Pour avis. Pour avis. Le Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est le président de la République qui ordonne cette grâce. Ce n'est pas nous. Hein. Ah oui. Nous, on ne donne que l'avis. Vous donnez que l'avis. Et cet Oui. avis-là, oui, dites-nous un peu quelques mots. Avis, ça veut dire que vous allez demander, Monsieur le Président, oui, libérez-le, ou bien, Monsieur le Président, gardez-le encore. Est-ce que c'est ça, Madame Oui, Aradi? un avis, c'est ça. Si on trouve que la personne remplit les conditions pour bénéficier de la grâce présidentielle, on donne un avis favorable. Mais on donne aussi des avis défavorables. Bon, maintenant, il appartient au chef de l'État de prendre la décision qui s'impose. Ah, d'accord. Voilà. Et qu'en est-il de l'amnistie? Vous y intervenez également, ou bien ça, c'est exclusivement une prérogative du chef de l'État? Non, on n'intervient pas dans le CSM. Le CSM n'intervient pas pour la procédure d'amnistie. Ah, d'accord. Okay. L'amnistie est généralement prise par une loi et donc cela n'est pas du domaine de CSM. Oui. Et alors, Madame a dit tout à l'heure que vous essayez de discipliner aussi les magistrats. Et ça dit que les magistrats indélicats, que ce soit des magistrats de siège ou bien du parquet, vous intervenez également dans leur discipline. Mais tout à fait. Je l'ai déjà dit, la tournée que nous venons de boucler concerne une partie de ce principe. Parce que un magistrat indélicat est poursuivi devant le CSM. Comment ça se passe? Nous avons il y a le garde des Sceaux d'abord, ministre de la Justice, qui est le chef même, et qui reçoit des demandes contre les magistrats indélicats. Si vous êtes justiciable et vous pensez qu'il y a un magistrat qui se comporte très très mal, il n'est pas conforme à sa déontologie, vous avez le droit de faire une requête contre lui pour indélicatesse. Et à la fin, la procédure atterrit au niveau du Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil siège en Conseil de discipline pour sanctionner ce magistrat indélicat. Eh oui, donc si tel est le cas, ça veut dire que la désignation, bien le choix du magistrat, une faute aurait été commise. Mais vous aussi, vous y intervenez. C'est-à-dire, est-ce que vous analysez profondément le profil ou bien la moralité de la personne avant de le nommer comme magistrat pour traiter des affaires du pays? En principe, une enquête de moralité devait être menée avant le recrutement de tout magistrat. Mais la pratique étant toute autre chose, on organise un concours. Habituellement, la personne passe par, après sa maîtrise ou son master en droit à l'université, la personne passe le concours pour rentrer au centre de formation des professions de justice. Et passe 2 années là-bas. Et bon, on ajoute en même temps la formation pratique qui aussi est inclus dans ces 2 années de formation. Et donc, après son diplôme, à sa sortie du centre, la personne est recrutée comme magistrat. Donc, oui, allez-y. Après son recrutement, c'est à ce niveau, normalement, si tout marchait bien, on devait procéder à une enquête de moralité, voir si telle ou telle personne est digne d'être dans la magistrature. Mais je pense que dans les années à venir, nous allons arriver à ça. Parce qu'il le faut. Il faut d'abord moraliser les personnes au début, tout au début, peut-être même avant l'entrée à l'école, au centre de formation, normalement. Bon, ça va demander beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'on doit arriver à ça. Mais si on n'arrive pas à le faire avant le recrutement, au moins avant l'entrée, tout juste à la fin de la formation, parce que la personne qui aura passé 2 années au centre de formation, bon, ces formateurs, tous ceux qui tournent autour de cette personne doivent quand même pouvoir la connaître un tout petit peu. Et donc, on peut déjà commencer... Bon, savoir qui il est, si rapidement il peut être tenté de mordre à la part, voilà, etc. La réflexion se poursuit. Pour le moment, ce n'est pas encore fait, mais bon, si la personne rentre dans le corps et que après son recrutement, elle ne se comporte pas bien, alors toute personne victime des actes de cette personne
elle peut donc porter plainte contre elle. Est-ce que les sanctions ou disons les mesures disciplinaires peuvent aller jusqu'à déchoir la personne, c'est-à-dire pousser la personne à la porte? Bien sûr, il y a la sanction suprême, c'est la radiation du corps. Il y a déjà même eu un cas. Au Togo? Au Togo. Il y a déjà eu un cas parce que devant le CSM, il y a eu 13 plaintes et 11 ont été sanctionnées, dont un radié. Ah oui. Au Togo, ici. Il y a un qui a été radié provisoirement, mais bien avant ça, il y a eu une radiation totale. Avant ces 11 cas-là. Et les tests prévoient quand même que lui aussi fasse recours, ou bien il n'y en a pas. Aussitôt, c'est la sentence prononcée, définitivement vous êtes radié du corps. En fait, il n'y a pas de recours possible, mais on peut exercer, demander la grâce du président de la République. Il peut demander la grâce du président de la République. Tout à fait. Ah oui. Mais est-ce que les citoyens peuvent porter plainte jusqu'à ce que cela aboutisse? Je sais, on va revenir tout à l'heure amplement sur les droits et devoirs donc des justiciables, mais quand même, est-ce que le citoyen lambda peut porter plainte contre un magistrat et que cela aboutisse même à une exclusion ou bien une radiation? La radiation prononcée, c'est à la suite de la plainte. Des dénonciations? Oui, tout à fait. De la plainte des justiciables. C'est sur plainte des justiciables qu'on agit. Donc, il n'y a pas d'autosaisine. Il faut que les justiciables nous saisissent avant que nous on passe à l'acte. Ah, vous l'avez dit, vous êtes en direct. Il faut que les justiciables vous saisissent. Bien sûr. Merci. Alors, messieurs, dames, nous avons avec nous ce matin Madame Akpene Didonu et Madame Aradi Azanledi. Les deux nous viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, vous avez bouclé, je dois le dire, vous venez de boucler une tournée qui vous a conduit dans toutes les régions administratives du Togo. Et puis, dans la région du Grand Lomé, à savoir à Gouenivé, Sabado, Baguida et Bé. Et l'objectif était de vulgariser 2 documents. Alors, Madame Aradi, quels sont les 2 documents que vous avez édités? Et pourquoi avoir pris une telle initiative? Merci, Joachim. Les 2 documents, le premier, c'est le document intitulé les directives sur l'éthique et la déontologie du magistrat. Cela avait été écrit par le CSM en 2013 et adopté et lancé officiellement en mars 2014. Donc à partir de 2014, tous les magistrats savent que il y a des directives qui sont, déjà c'est des directives qui dérivent de nos tests, de nos statuts. Ce n'est qu'un rappel aux magistrats que vous devez faire ci, vous ne devez pas faire ça, voilà. C'est un petit rappel qui a été fait aux magistrats en 2013. Et le deuxième document, c'est le guide des droits et obligations du justiciable, que nous avons écrit au CSM en 2017 et lancé tout récemment au mois de mai, plus précisément le 4 mai à Agora Senghor, 4 mai 2018 à Agora Senghor. Il y a quelques mois seulement. Oui, voilà. Et donc, pourquoi ces 2 documents? Oui. Effectivement, je le disais, la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat, c'est pour rappeler aux magistrats leurs devoirs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire en tant que magistrat. Y compris les membres du conseil aussi? Tout à fait, tous les magistrats, sans exception. Ah oui. Oui, voilà. Peut-être comme c'est vous qui avez le coupéré, peut-être vous n'êtes pas concerné. Ah non, un membre du Conseil supérieur de la magistrature peut aussi être traduit devant le Conseil. Et ça s'est déjà produit. Et donc, personne n'est épargné, tout le monde y compris. Voilà. Le deuxième document, le guide des droits et obligations du justiciable, si on a rappelé aux magistrats leurs devoirs, alors il faudrait aussi, pour que la justice marche correctement, que les justiciables auxquels la justice s'adresse généralement aussi connaissent ce que c'est que leurs droits, leurs devoirs, pour savoir comment se comporter quand on vient à la justice, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment se comporter dans la société concernant les problèmes de justice. Oui. Et ce sont des documents clés et sur lesquels vous travaillez. Mais Madame Didonu, qu'est-ce qui vous a poussé alors à penser aller en campagne ou bien faire une campagne tout autour de ces 2 documents? C'est pour permettre le rapprochement avec les justiciables.
Parce qu'on sait que derrière nos bureaux, les gens imaginent beaucoup de choses et il faut dire que les magistrats ne sont pas ceux-là qui arrivent à prendre la parole rapidement pour expliquer les choses. Le droit de réserve oblige, on est dans notre cadre, on ne peut pas à chaque fois sortir pour répondre. Ce n'est pas possible, individuellement. Alors, par cette vulgarisation, nous voulons toucher la population à la base même, pour leur expliquer vraiment comment fonctionne la justice, comment doivent se comporter les magistrats et aussi comment doivent se comporter les justiciables pour une justice juste, diligente pour le Togo. Voilà, et justement, le contenu de ce document concernant les justiciables, est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu par rapport au premier, disons, au deuxième document qui nous concerne, nous qui ne sommes pas magistrats? Oui, le deuxième document qui a guide des droits et obligations des justiciables concerne effectivement les droits que les justiciables ont vis-à-vis de la justice. Donc c'est le droit à l'accès. Le droit à l'accès, à la justice. La justice. Le droit à la présomption d'innocence. Le droit à un procès équitable. Oui, c'est vrai, tout ça là, vous le dites, le droit à la présomption d'innocence. Oui. Beaucoup de gens peuvent comprendre, mais en français facile, ça voudrait dire? Ça voudrait dire si vous êtes poursuivi pour des faits donnés, jusqu'à la condamnation, vous n'êtes pas encore celui-là qui a commis ces faits. Jusqu'à ce que le juge ne prononce, vous êtes déclaré coupable, vous n'êtes pas encore coupable. Vous êtes présumé coupable et vous devez être traité comme tel. On ne peut pas, par exemple, si il y a eu vol dans une société, on dit c'est monsieur Joachim entre griffes, excusez-moi, qui a soustrait les biens. Mais jusqu'à ce que... moi, je ne m'y adonne pas. Merci, monsieur. Oui, allez-y. Jusqu'à ce que le tribunal ne tranche l'affaire, vous n'êtes pas encore le voleur. Voilà. Vous n'êtes pas encore le voleur du tout. Et en ce moment, la personne, ou disons ce prévenu, jouit de ce que vous appelez la présomption d'innocence. Et vous avez fait connaître cela aux populations. Tout à fait. Oui, en dehors de ça? En dehors de ça, il y a le droit à la gratuité de la justice. Cela veut dire qu'il y a des frais à payer. À la suite du paiement de ces frais, vous aurez des récipicés. Vous aurez des récipicés. Si vous donnez des sous sans récipicés, ça veut dire que ce sont des frais induits. Si vous remettez de l'argent à un juge... En principe, ce n'est pas le juge qui prend les frais. C'est au greffe qu'il faut payer les frais. Les frais de justice sont payés au greffe. Les fonds que vous remettez directement au juge sont des frais indus. Et vous devez, à tout moment, même si c'est le juge qui vous a réclamé, vous devez le dénoncer. Même si c'est le juge qui l'a réclamé. Vous devez le dénoncer. Ah mais madame, mon mari en prison, détenu, et puis je cherche coûte que coûte qu'il sorte pour venir être aux côtés, en tout cas, être en famille, aider les enfants parce que la rentrée, elle est prochaine. Et le juge m'a dit, madame, trouve-moi ceci et je vais te régler l'affaire. Et vous pensez que je ne dois pas lui donner? Vous ne devez pas, parce que la justice ne se vend pas, ne s'achète pas non plus. C'est conformément au texte de loi que le dossier sera tranché. Et c'est à la suite de ça que si votre mari est coupable, on dira qu'il est coupable. S'il n'est pas coupable, on le dira aussi. Comment vous pouvez aller donner de l'argent au magistrat pour dire qu'il faut qu'il revienne à la maison assurer ses charges familiales et vous allez payer? Non? Là, c'est la corruption. Hein? C'est la corruption. C'est la corruption. Et c'est là où nous allons en venir où les gens seront poursuivis. Celui qui a son mari en prison et qui donne de l'argent au magistrat pour qu'il le libère, il est en train de corrompre le magistrat. Et la corruption est prévue et punie par le nouveau code pénal, très sévèrement. Très sévèrement. Donc il ne faut plus le faire. C'est un peu difficile, mais madame voudra ajouter, madame Azalidi voudrait compléter. Oui, une petite nuance. Si le juge vous dit, vous avez par exemple déposé une demande de mise en liberté provisoire, lorsque le dossier de la personne est devant le juge d'instruction, ou bien passe même devant le tribunal, et vous voulez que le dossier n'est pas encore prêt pour recevoir jugement. Vous voulez que en tout cas la personne qui se présente veut que son mari soit libéré provisoirement. Ah, mise en liberté provisoire. Voilà. Là, il y a une possibilité. Le juge peut vous dire, et là c'est une décision que le juge prend, si c'est un juge d'instruction, il prend une ordonnance dans laquelle il fixe un cautionnement, ce que les gens appellent couramment caution. Il fixe un cautionnement pour dire, bon, j'ordonne la mise en liberté provisoire de monsieur X sous paiement de tel montant.
Donc c'est une décision du juge. Il y a un papier. Et ce papier-là, cette ordonnance-là, vous prenez ça et vous allez payer au greffe ce que le juge a fixé comme montant à payer. Et vous payez contre reçu ou récépissé, comme madame vient de le dire. Hein? Donc on doit nécessairement avoir un récépissé ou un reçu. Absolument. Si vous donnez de l'argent à la justice sans reçu, sachez que c'est des frais indus. Et vous pouvez être poursuivi. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah oui. Parce que ça rend sous le coup de la corruption. Tout à fait. Alors, mais quand même, est-ce que moi-même je peux, justiciable simple, puisque j'ai déjà quelqu'un qui est en détention, et peut-être ça fait des jours, des mois, des années, et je peux aller voir le juge et lui proposer, je vous remets cet argent, faites ce qui est en votre pouvoir pour que mon mari ou bien cette personne qui est membre de ma famille puisse recouvrer une liberté provisoirement. C'est interdit. Ça fait partie des devoirs du justiciable. Le devoir d'éviter d'intéresser le magistrat et d'exercer quelque pression que ce soit sur lui. Surtout quand vous avez un dossier avec le magistrat, évitez la familiarisation. Il ne faut pas être en des relations familiales ou bien se familiariser, passer devant le juge, je viens vous dire bonjour, est-ce que vous allez bien, c'est le week-end, prenez un peu de jus pour votre carburant, un peu de jus pour votre téléphone pour le week-end. Non, 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 non. Non, vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Nous sommes quand même des Togolais. Hein? Mais nous sommes des Togolais. C'est parce que vous avez... c'est devenu un principe ou bien l'habitude est devenue comme si c'est le principe. Alors que c'est ça l'exception. Dès que le juge a son dossier, il doit traiter son dossier. Il est payé pour ça. Vous n'avez pas besoin d'aller vers lui pour l'intéresser. Non, du tout. C'est parce que maintenant, les gens croient que dès qu'on vous convoque, il faut avoir une enveloppe sous les bras avant d'y aller. Non, du tout. Vous êtes convoqué, venez. C'est quelqu'un qui vous a convoqué. C'est un autre justiciable qui a convoqué un autre. Pour une affaire donnée. Venez écouter. Venez écouter. Les tests sont là et seront appliqués. Si vous avez raison, on vous dira que vous avez raison. Si vous avez tort, on vous dira que vous avez tort. Mais du moment où vous prenez quelque chose sous les bras, une enveloppe ou bien quelque chose, un cabri, je ne sais pas quoi, pour venir intéresser le magistrat, vous êtes en train de le corrompre. Et le magistrat peut me poursuivre ou bien qui peut me poursuivre dans ce cas? Le magistrat aussi peut vous poursuivre. Il a même le droit de vous poursuivre. Et bientôt, il y aura les caméras et on verra ce que ça va donner. Oui, je vais venir quand même sur les dispositions que vous prenez au niveau de la magistrature, disons au niveau du conseil, pour vous assurer que les magistrats ne vont pas mordre à cet appât le plus souvent qu'on leur tend. Alors, Madame Azanidi, tout à l'heure, Madame Djidonou a énuméré un certain nombre de dispositifs. Maintenant, ma question est de savoir, quand vous étiez au contact des populations, est-ce que ces populations ont pu comprendre le bien fondé de ces messages que vous leur avez apportés? Nous pensons que les justiciables ont compris notre message. Le public a compris parce que suite à nos tournées, nous avons eu des retours. La réaction des populations, bon, par les médias, en tout cas par beaucoup d'autres canaux, on a su quand même que la population a mordu à l'hameçon, si je peux parler ainsi. Parce que c'est un message qui a été vraiment... La population ne s'attendait pas à ce que le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par son... Bon, excusez-moi, présidé par son président, le président de la Cour suprême. Il s'est déplacé lui-même. Oui, il s'est déplacé. C'est une grande institution. Il s'est déplacé lui-même avec tous les membres du Conseil pour aller vers la population, depuis Dapan jusqu'à Lomé. Alors la population s'est dit, mais nous sommes vraiment considérés. Si tout ce monde-là se déplace, avec à leur tête leur président pour venir vers nous, c'est que c'est sérieux. Ah oui, c'est sérieux. Donc, partout où nous sommes passés, par exemple, je peux donner l'exemple de Sokodé, où l'espace qui nous avait été réservé, je vous dis que ça n'a pas pu contenir le nombre qu'on a. En tout cas, ça a dépassé. Beaucoup de gens étaient venus. Beaucoup de gens étaient là. À Kara également. En tout cas, partout. Partout. Mais quand même, est-ce à dire que les gens ne vous ont pas récriminé un peu? Ah oui, ils ont enquiquiné. Oui, bien sûr. Nous ne sommes pas des dessins. Ça, tout le monde le reconnaît. Nous ne sommes quand même pas des saints. Parmi nous, il y a toujours des brebis galeuses. Donc, bon, ce qui ne va pas, les gens ont eu l'occasion de le dire. C'est pour ça que nous sommes allés vers eux. Pour qu'ils nous disent ce qui ne va pas. Bon, nous savons déjà ce qui ne va pas, mais on veut encore avoir l'avis ou recueillir l'avis de la population. La population nous a dit ce qui ne va pas et on a discuté ensemble.
nous leur avons porté le message. Nous voulons vous faire connaître vos droits. Et on s'est beaucoup étalé sur les droits du justiciable. Vous avez droit assis, comme madame le disait tout à l'heure. L'accès au droit, c'est un droit. La gratuité de la justice sous réserve de quelques frais de justice. Le droit à la réparation. Le droit de demander à obtenir dans un délai raisonnable l'expédition de sa décision. Le droit de faire appel lorsqu'on n'est pas satisfait de la décision rendue par le tribunal. Le droit de faire opposition. Le droit de faire pourvoi lorsque la cour d'appel, la décision de la cour d'appel ne vous satisfait pas, le droit à l'aide juridictionnelle, le droit de se faire assister d'un avocat, le droit à un compte rendu d'audience de son avocat, le droit de se plaindre contre le magistrat indélicat, surtout ça les a beaucoup intéressés, le droit de se retourner contre le greffier indélicat et contre l'avocat qui ne fait pas bien son travail, également le notaire. Contre l'avocat? Ah oui, bien sûr. L'avocat commis d'office par la justice ou bien l'avocat que moi-même j'ai pris? L'avocat que vous avez pris. Parce que là, c'est vous qui le payez. Oui, et est-ce qu'il arrive aussi que l'avocat que l'État commet pour le prévenu, lui aussi puisse commettre des bévues ou bien disons un certain nombre de délicatesses? C'est possible, mais ça n'arrive pas, mais c'est possible. Oui. Et lorsque vous voyez qu'il ne défend pas vos intérêts, vous pouvez demander à ce qu'on le change. Oui. C'est votre droit également. Ceci n'est pas quand même la préoccupation majeure ici, mais je me permets de vous poser cette question. On se rappelle, il y avait eu quand même un procès dans le cadre des manifestants arrêtés au cours des manifestations antérieures dans le pays, quand le pays était en crise. Alors, on avait organisé une sorte de justice, de procès synchronisé. C'est-à-dire à Lomé, à Tapamé, Kara, etc. en un seul jour, je me rappelle bien. Alors, les gens disaient, les avocats disaient le jour-là, puisque j'étais au tribunal de Lomé, ils disaient que, messieurs les juges, faites tout ou faites en sorte que nous qui sommes des avocats de ces prévenus à l'intérieur, on puisse assister à leur procès. Mais ça n'avait pas été du tout le cas. Comment est-ce que parfois vous tolérez qu'on en arrive là? Oui, madame, dites-nous, certainement que c'est maintenant que vous découvrez l'information. Tout à fait, c'est maintenant que je découvre, mais je peux expliquer en disant que les avocats fonctionnent par substitution. Si ils ont des dossiers en même temps, à l'intérieur du PK Lomé, ou bien même simple à la cour d'appel de Lomé, à la cour suprême, au tribunal, vous pouvez avoir des dossiers. Entre eux-mêmes, ils s'entendent, j'ai 2 dossiers, 3 dossiers, vous restez là à Lomé, au tribunal, et vous me substituez. Moi, je vais à la cour d'appel, je vous substitue de l'autre côté. Oui. Et il défend la cause comme si c'est son dossier. Donc, ce n'est pas impossible de défendre, même si on est là, on peut toujours, ils se dédoublent quoi. Voilà, ils se substituent entre eux et puis c'est bon, ça peut être géré. D'accord, alors Madame Hadi, vous aviez énuméré parmi les droits des justiciables tout à l'heure que quand la justice est rendue, disons quand le procès, la sentence est prononcée, je peux le dire ainsi, on doit accuser réception donc, je crois, du document. Oui. Mais le plus souvent, moi je n'ai pas les termes juridiques, c'est pourquoi je le dis ainsi, mais le plus souvent on constate que la décision ou le délibéré est rendu aujourd'hui, mais avoir le document, c'est la croix et la bannière. Qu'est-ce qui se passe et on en arrive là? À moins que vous ne l'ayez pas constaté. Non, on l'a constaté, on l'a dit au cours de notre tournée, parce que nous-mêmes, on l'a déjà dit ici. Au point 7 des droits que nous avons énumérés, les droits des justiciables, nous avons mis le droit de demander et d'obtenir dans un délai raisonnable l'expédition ou copie de la décision rendue. Voilà. Alors, toute partie au procès a le droit de demander et d'obtenir la copie de la décision rendue. Et là, nous avons mis l'accent sur le fait que la première copie de toute décision est délivrée gratuitement. Gratuitement. Voilà. Et dans quel délai raisonnable? Bon, on parle de délai raisonnable. Vous savez, il y a des contingences qui ne dépendent pas forcément parce que le juge, avant d'aller à l'audience, doit apprêter sa décision avant d'aller la prononcer. Ah non, c'est un devoir du juge. On l'a rappelé dans les directives. Le juge doit rédiger entièrement sa décision avant d'aller. Donc le travail du juge, je vous dis, c'est pas facile. Vous travaillez la nuit, des nuits même, pour apprêter votre décision. Vous n'allez plus vider sur le dispositif comme on avait l'habitude les gens avaient l'habitude de le faire. Vous rédigez entièrement votre décision. Donc vous allez vous prononcer votre décision et vous remettez ça au greffier qui vous a assisté à l'audience. Et vous remettez ça au greffier qui vous a assisté à l'audience et par la suite c'est au greffier maintenant de mettre en forme ce que vous avez veillé des nuits durant pour faire.
et il le remet aussi, et gratuitement. La première copie, je précise, parce que si vous perdez la première copie ou si vous en voulez d'autres après, là, c'est payant. C'est payant contre récépissé toujours. Mais seulement, vous ne me précisez pas le délai. Hein? Le délai, on a parlé de délai raisonnable. Parce que je disais tout à l'heure qu'il y a certaines contingences. Si le greffier qui sort de l'audience, par exemple, avec 50 dossiers, si on lui dit de rendre toutes les décisions, en tout cas de rendre copie de toutes les décisions dans la semaine, il lui sera peut-être impossible. Parce que s'il est 2 semaines, c'est lui qui va à toutes les audiences de cette semaine. Généralement, c'est comme ça. Donc, il faut lui donner un peu de temps pour qu'il mette tout en forme. Mais là, on se dit, au plus, un mois, au plus, hein, un mois ou tout au plus 2 mois, la décision doit être prête. La décision doit être prête. Moi-même, c'est un peu trop. Pour être notifié à la personne qui est dans le besoin. Oui. Alors, nous allons marquer la pause et on revient tout de suite pour parler un peu des magistrats eux-mêmes. Messieurs et dames, avec nos 2 invités qui nous viennent du Conseil supérieur de la magistrature, Madame Akpenedji Donou et Madame Ahadi Azanlidi Justine Maoulaoué. Alors, Madame Akpenedji Donou, tout à l'heure dans le guide des droits et obligations du justiciable, parlant des droits, vous avez touché aussi le cadre de droit à la réparation. Mais cet aspect, je ne l'ai pas très bien compris. Merci. L'un des droits reconnus au justiciable est le droit à la réparation. C'est-à-dire que la partie gagne le procès, peut demander et obtenir du juge la condamnation de l'autre partie à lui payer les frais engagés. À lui payer les frais engagés pour le procès, ainsi que des dommages et intérêts. Par exemple, si Kokou attrait Kodjo en justice pour lui avoir créé des préjudices, à la suite du jugement, il peut demander au juge de condamner Kodjo, qui a été reconnu coupable, lui demander de le condamner à lui payer les frais qu'il a eu à engager lors du procès. Ces frais peuvent être des frais les frais payés au niveau de la justice, ce qu'on appelle les frais dus. Les frais dus, ça peut être les frais déployés pour pouvoir, par exemple, les frais de transport. On peut encore chiffrer ça. On peut chiffrer ça aussi. Les frais payés pour prendre un huissier, par exemple. Les frais engagés pour... quel exemple je peux encore donner? Peut-être... tous les frais engagés pour le procès mais là, peut être demandé à être réparé. C'est le justiciable qui a gagné le procès seul qui évalue, ou bien il y a des dispositifs qui aident à bien évaluer pour que ce soit clair et transparent. C'est lui qui le dit maintenant, le juge apprécie. Ah, il le dit et le juge apprécie. Lui donne le montant. Il peut exagérer dans le montant. Nous sommes en négociation peut-être. Oui, mais des fois, on arrête certaines personnes et puis on les jette en prison et par après, on se rend compte qu'ils ne sont pas coupables. Est-ce qu'on peut réclamer le droit à la réparation dans ce côté aussi? Madame Ahadi Azanlidi. Tout à fait. Là, c'est un droit du justiciable également, qui a été détenu innocemment, indûment. Donc, il a le droit à un recours en indemnisation. Là, on peut dire que c'est un mauvais fonctionnement du service public de la justice. Il peut se retourner contre l'État. Contre l'État. Pour être indemnisé en cas d'erreur judiciaire ou de détention abusive ou arbitraire. On peut se retourner contre l'État. C'est l'article 19 de notre Constitution qui le dit. Donc, toute personne, tout individu, tout justiciable a ce droit-là. Donc, nous ne devons pas avoir peur d'attraire l'État devant les juridictions. On peut assigner l'État. Mais c'est que dans la mentalité du Togolais, on ne peut pas amener l'État devant les tribunaux. Et puis, parfois, c'est trop lent. Et c'est pourquoi on a peur. Non, il faut quand même essayer. Madame Djidonoua ici, elle est présidente de la Chambre administrative de la Cour suprême. Elle vous dira que les dossiers ne traînent pas à son niveau. Les dossiers ne traînent pas à votre niveau? Pas du tout. Pas du tout. Envoyez seulement, saisissez la Chambre administrative dans le délai, vous allez voir si vous n'allez pas avoir dans le délai donné, dans un délai raisonnable, votre décision. Vous pouvez attraire l'État, c'est parce que les gens croient que l'État c'est le chef de l'État, c'est le Premier ministre, l'État c'est l'administration. L'État c'est l'administration. C'est l'administration qu'on traduit devant nous. Donc nous pouvons traduire l'État en justice tout à fait, pour violation de nos droits. Tout à fait.
Mais là, surtout pour détention arbitraire ou abusive, etc. Ou dysfonctionnement du service public de la justice. Également, bon, je voudrais revenir un peu sur la réparation que le justiciable peut obtenir de l'autre partie qui a perdu le procès. C'est un petit conseil, hein, parce que les gens viennent en justice, ils disent au juge, bon, j'ai dépensé pour faire mon procès et tout, je voudrais que l'autre me paie. On lui demande, mais combien vous voulez qu'on vous paie? Il y a des gens qui n'arrivent pas à se prononcer. C'est à la personne qui demande de dire ce qu'elle veut. Par exemple, si vous avez dépensé 500 000, n'allez pas dire que, bon, je veux qu'on me paye 1 franc ou 2. Si vous dites 1 franc, le juge condamnera l'autre à vous payer 1 franc. Par contre, si vous demandez 500 000 francs, le juge appréciera si c'est prouvé ce que vous avancez comme dépenses faites pour votre procès. Ben, les avocats connaissent ça. Oui. Ils peuvent, peut-être, ils savent que c'est 500 000 francs, mais ils peuvent demander jusqu'à 10 millions. Il appartient au juge d'apprécier et de condamner pour. Mais donc, si vous venez et que bon, vous demandez une petite somme, le juge appréciera, vous donnera cette petite somme. Le juge appréciera, vous donnera cette petite somme. C'est ça, c'est le petit secret que j'avais voulu livrer au justiciable. Ah oui, mais quand même, à côté de ces devoirs, de ces droits, le justiciable a aussi des devoirs. Et vous avez énuméré dans votre document, je crois, quelques devoirs là, et très rapidement, c'est des devoirs d'éviter un certain nombre de choses. Madame, allez-y alors. Merci. Les devoirs d'éviter une grande familiarité avec le magistrat en charge du dossier dans lequel on est parti. Je viens de le dire, si vous avez un dossier devant un magistrat, il ne faut pas aller vers lui chaque matin, midi, soir. Le droit d'éviter d'intéresser le magistrat ou d'exercer quelque pression que ce soit sur lui. Il ne faut pas demander à ce qu'un oncle, un ami, ministre appelle le magistrat ou bien un grand officier appelle le magistrat pour dire mon cousin a votre dossier avec vous, essayez de l'arranger. Pas question. Le devoir de s'abstenir de propos diffamatoires ou excessif à l'endroit du magistrat, même par voie de presse interposée. S'il vous plaît, n'utilisez pas les médias pour raconter n'importe quoi sur les magistrats. C'est la diffamation et c'est puni par la loi. Diffamation est punie par la loi. Puni par la loi. Le devoir de respecter le magistrat qui incarne le pouvoir judiciaire. Oui. Le pouvoir judiciaire, vous savez que le Togo est assis sur trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, détenu par l'Assemblée nationale et les députés, et le pouvoir judiciaire qu'incarnent les magistrats. Donc, cette institution a droit au respect, comme les autres pouvoirs aussi. Donc, voilà quelques droits. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de droits, mais peu de devoirs. Mais des devoirs qui sont exigeants. Voilà, mais des devoirs qui sont exigeants. Alors, Madame Hadi, quel est le contenu, ou bien disons, un bref aperçu du document qui, je ne dirais pas vous épingle, mais qui vous concerne, vous les magistrats, et que vous voudrez bien sûr rappeler aux auditeurs. Merci, Joachim. Les magistrats, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur les devoirs du magistrat. Oui. Nous savons que le magistrat, dans l'exercice de ses fonctions, n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Donc, il doit résister à toute pression, d'où qu'elle vienne. Même si c'est le général qui a appelé, mais le chef de l'État peut aussi intervenir. Ah oui, il doit résister. Il ne peut se soumettre qu'à l'autorité de la loi. Il a la loi à appliquer, un point, c'est tout. Le magistrat doit être impartial. Ah oui. Cela veut dire qu'il doit exercer ses attributions judiciaires sans crainte, sans favoritisme, ni préjugés, et il doit inspirer confiance. Il doit être neutre. C'est pas parce que je connais Kossi que je dois absolument dire que c'est Kossi qui a raison dans un procès qui oppose Kossi à Kokou par exemple. Non. Non. C'est pas parce qu'un général m'a appelé pour donner raison à Kossi alors que le droit n'est pas de son côté que je dois dire que Kossi doit gagner ou a gagné. Je dois résister à tout. Le magistrat doit se conduire de manière à préserver la dignité de sa charge. Il le faut. Il doit être intègre et compétent. Il a également le droit de se réserver, la réserve et la discrétion. Ça, c'est très important. Au niveau de l'instruction sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur tout ce qui concerne sa carrière, le magistrat doit être réservé et discret.
Voilà. Si vous avez un dossier devant vous, bien vous avez assisté à une délibération, vous êtes tenu de ne pas faire sortir ce qui a été dit. Ah oui, vous le dites ici bien, madame, et c'est rappelé dans votre document. Pendant ce temps, nous allons ouvrir l'antenne maintenant aux auditeurs pour leurs interventions et des questions à nos deux invités. Alors, comme vous le dites, mais on constate malheureusement que pour les problèmes fonciers, les magistrats envoient des gros bras et des démarcheurs sur le terrain pour déloger les gens. D'où vient cette pratique? Qu'en est-il? Comment en est-on arrivé là? Expliquez-nous, madame. Non, dire que des magistrats envoient des gros bras de grâce, moi je ne l'ai pas encore vu. Vous n'avez jamais constaté des magistrats envoyer des gros bras pour déloger les gens? Non. Moi je n'ai pas encore eu ce cas-là. Du moins au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, nous n'avons pas encore ce cas. Et les cas que nous avons souvent, c'est soit les justiciables même qui veulent faire exécuter leurs décisions et envoient les gros bras, ou bien il y a quelques huissiers. Mais les gros bras accompagnent les forces publiques pour aller déloger les gens, c'est ce que nous constatons. La force publique ne doit pas se faire accompagner des gros bras. Ça, c'est une fuite de responsabilité, je vous le dis. C'est leur devoir d'assister l'huissier qui est tenu d'exécuter la décision. L'huissier, son travail, c'est de faire exécuter, c'est d'exécuter la décision rendue par les juges. Oui. Donc, si l'huissier n'arrive pas à exécuter la décision, il s'adresse soit au procureur de la République ou au procureur général pour demander l'assistance de la force publique. Et la force publique est tenue dans ce cas, si la décision est définitive, si la décision de justice est définitive, la force publique que le procureur de la République ou le procureur général requiert est tenu d'assister l'huissier dans l'exécution de la décision. Mais malheureusement, ça je vous le dis sans embâche, c'est ce que nous constatons. Il y a les gros bras qui accompagnent les forces publiques pour aller démolir les maisons, chasser les gens. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate. Mais si vous ne le saviez pas, de toutes les façons, nous vous interpellons et essayez de recadrer un peu les magistrats puisque vous avez l'obligation aussi de sanctionner les magistrats indélicats. Nous allons prendre Armand. Armand, vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, vous avez une question à poser à nos deux invités. Monsieur William, ce n'est pas Armand. Ah, c'est William. Je vous écoute alors. Nous vous écoutons, William. Ok, je peux est-ce qu'il y a l'union des magistrats au Togo? Et là, je pose ma question. Est-ce qu'il y a une union des magistrats au Togo? Oui. Et là, je pose ma question, quoi. Est-ce que vous avez une union ou bien une association des magistrats? Il y a plusieurs associations. Donc, la réponse est donnée. Il y a plusieurs associations. Ok. Pourquoi je pose la question? À côté, ici au Bénin, par exemple, il y a l'union des magistrats du Bénin qui interviennent chaque fois qu'il y a, par exemple, la violation des droits de l'homme et, comment on appelle, de la Constitution, par exemple, on les voit sortir et ils interviennent en s'appuyant vraiment sur la Constitution. Or, ici au Togo, on n'a jamais vu les magistrats s'auto-saisir, par exemple, pour sortir, pour dire, voilà ce que la Constitution dit. Or, il me semble que c'est les magistrats qui comprennent vraiment ce que dit la Constitution. Je vous remercie parce que... D'accord. Les magistrats peuvent s'auto-saisir. Oui, ici, les magistrats sont en train de nous parler de ce qui concerne les droits et devoirs des justiciables et aussi les directives ou l'éthique et la déontologie à respecter donc par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Et ici, nous ne parlons pas des problèmes constitutionnels, mais la question est posée tout de même. On prend un autre intervenant. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Papa Sibiti. Je vous remercie et vous félicite pour ce que vous venez de dire pour les gros bras. C'est vrai. Je voudrais saluer nos deux présidentes à travers elles, remercier et féliciter le président Gamado pour ce qu'il fait. Ce qu'il y a, je voudrais demander aux dames, c'est la justice qui doit nous rassurer. Mais quand il y a un problème, vous arrivez dans leur chambre là, à côté du tribunal, vous voulez parler, c'est un juge qui vous renvoie avec les avocats. Vous n'avez pas le droit de dire ceci, cela. Moi, j'ai eu mon grand-père, il a mené même le Saint-Coran, ils nous ont renvoyé. Moi-même, j'ai eu l'affaire avec un de mes locataires, je veux parler,
C'est eux qui vous voulez pas, ils disent non, monsieur, on ne vous écoute pas, c'est terminé, c'est pourquoi. Et puis ensuite, les gros bras. Vous venez chez moi, je ne sais comment m'exprimer, madame, il faut revoir. Nous avons ce droit et ils vous traînent, du dilatoire. Moi, j'ai dû laisser les affaires de l'argent là-bas perdu. Madame, revoyez ça. Merci, bien noté pour vous, Papa Sibiti. Et nous allons prendre un autre intervenant. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, chef. Oui, à qui avons-nous honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est Maître Pandé Adari. Ah, d'accord. Maître Pandé, alors, nos deux invités vous écoutent. Oui, d'accord. Je voudrais d'abord saluer Mme Azan-Lydia Hadi et puis Mme Didounou et dire toutes mes félicitations au Conseil supérieur de la magistrature pour cette initiative, pour la vulgarisation des deux documents. Et je sais qu'elles en font beaucoup pour le client du droit au Togo, mais j'ai deux préoccupations. Je voudrais supplier de bien vouloir m'apporter quelques éclaircissements. Je sais que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'auto-saisit pas, mais au Togo, nous avons l'habitude, nous les défenseurs des droits de l'homme et avocats, nous avons souvent dénoncé le principe de deux poids, une justice de deux poids, deux mesures. Je donne un exemple précis. C'est vrai, le Togo, le magistrat ne doit pas être en dehors de la société, vous le savez. Nous sommes dans une situation de crise où aujourd'hui, nous avons les défenseurs des droits de l'homme qui sont en détention pour avoir publié des rapports dans le cadre de leur mission. Au même moment, nous avons connu des miliciens ou des gens qu'on a appelés des groupes d'autodéfense qui sont sortis, qui se sont entrés aux citoyens, mais on n'a jamais inquiété et qui vivent dans la plus grande impunité. C'est vrai que ça ne peut pas faire partie de l'attribution du Conseil supérieur de la magistrature, mais est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature a quand même conscience de cette attitude de justice de deux poids, deux mesures? Merci. Je finis, oui, très rapidement, oui. Je termine. Le magistrat n'exerce pas une fonction politique, mais le magistrat peut être appelé individuellement à exercer une mission politique. Et aujourd'hui, il y a une liste de la CELI, des responsables de CELI qui est publiée. Et tous les responsables, les présidents de CELI sont des magistrats. Or, cette CELI et le fait que la CELI a commencé les activités pose un certain nombre de problèmes. Donc, est-ce que les magistrats entre eux se voient et parfois discutent entre eux par rapport à cette situation? Parce que depuis, c'est les magistrats qui sont présidents de CELI, mais depuis, on n'a pas connu d'élection aussi transparente au Togo. Et je crois que le magistrat est interpellé. D'accord. Bien noté, Maître Pandé. Nous allons prendre M. Gado, bonjour. Oui. Bonjour à votre invité. Bon, voilà. Est-ce qu'il a vu des fois qu'on dit plaignant et accusé de parti que personne n'a raison? Moi, non, s'il vous plaît, on ne vous a pas bien saisi. Je dis, est-ce qu'il arrive des fois, on dit au plaignant et il y a l'accusé de parti que personne n'a raison au jugement? Moi, je voulais mon terrain. Celui qui a volé le terrain, c'est un avocat aussi. On lui dit de partir, vous n'avez pas raison, car vous n'avez pas raison. Moi, je fais appel. C'est normal ça, dans ce pays? D'accord. Il faut m'expliquer, merci. Ok. Merci, messieurs et dames. Nous allons permettre aux invités maintenant de vous répondre, puisque le temps aussi oblige. Et on va aller un peu rapidement. Et d'abord, on commence par le dernier intervenant. Est-ce qu'il arrive quand même qu'au cul d'un procès, on dit, vous, plaignant, vous n'avez pas raison. Vous, deuxième personne, vous n'avez non plus raison. Est-ce qu'il peut arriver? Non, en principe, quand on arrive devant la justice, c'est pour qu'on dise vous avez tort d'un côté, vous n'avez pas raison de l'autre côté. Hein. Oui. On ne peut pas renvoyer les deux, vous avez raison, tous les deux vous avez raison, tous les deux vous avez tort. C'est ce qu'il nous dit. Ça ne peut pas arriver. Le juge ne peut pas rendre sa décision. Mais lui dit qu'il avait affaire à un avocat et maintenant c'est pour des questions foncières. L'avocat vient de dire que l'avocat aussi peut être traduit devant la justice. Hein. Bien sûr. Mais l'auditeur disait tout à l'heure que le juge leur a dit, avocat, vous n'avez pas raison, monsieur Gado, vous n'avez pas raison. Allez, quittez. Allez rentrer chez vous. Dans ce cas, c'est peut-être la conciliation. Hein. Il peut maintenant écrire, faire une requête ou bien une plainte en bonne et due forme pour saisir la juridiction. En tout cas, mais l'auditeur a dit qu'il a saisi la Cour suprême. Maître Pandé a posé un certain nombre de questions. Oui, voilà, allez-y, madame. Selon ce qu'il vient de dire, le dernier intervenant, M. Gado,
Mais j'ai compris qu'il dit qu'il a fait appel. Oui, il a saisi la Cour suprême. Non, la Cour d'appel, il a fait appel. S'il a fait appel, c'est qu'il voit que la décision n'est pas de son côté. Et que certainement ça a été prononcé. Il a fait usage de ses droits? Oui, tout à fait, c'est son droit. Okay. Lorsqu'il n'est pas satisfait par la décision prononcée par le tribunal, il fait appel, c'est son droit. C'est ce qu'il a fait. Au niveau du tribunal, c'est un seul juge qui a siégé. Au niveau de la cour d'appel, c'est 3 juges qui vont siéger. Oui. Donc, il n'a qu'à faire confiance à la justice. C'est pas possible qu'on dise qu'il n'a pas droit, l'autre aussi n'a pas droit. C'est pas possible. D'accord. Des défenseurs des droits de l'homme en prison, mais pendant ce temps, des gens avaient été qualifiés de miliciens ou de groupes d'autodéfense. Eux, ils circulent en toute impunité. Est-ce que là, la justice ne doit pas s'intervenir dans les affaires politiques? Cependant, et le CSM ne s'auto-saisit pas non plus. Mais est-ce qu'on n'est pas en face de 2 poids, 2 mesures? Madame Hadi, constitutionnellement, ou selon le code électoral, ou les commissions électorales locales, c'est généralement... Pas encore les commissions électorales locales, c'est le deuxième volet de sa question. Premièrement, il a parlé des défenseurs des droits de l'homme. Bon, ils sont là, les défenseurs des droits de l'homme. C'est vrai que le magistrat aussi est un citoyen, comme tout le monde. Mais l'avocat, il est là, les défenseurs des droits de l'homme sont là. Mais pourquoi ils ne saisissent pas la justice s'il y a un problème et que la justice ne s'auto-saisit pas? Peut-être ceux dont ils parlent, moi je ne suis pas au courant, peut-être. Si je ne sais pas comment je peux m'auto-saisir. Mais si lui il est au courant, pourquoi il ne porte pas plainte? Surtout en tant que défenseur des droits de l'homme. Ben, je pense que c'est son devoir. Et pour répondre en même temps au premier intervenant là, qui parlait du cas des magistrats du Bénin, je pense que l'union des magistrats, c'est d'abord pour défendre leurs droits. D'abord les droits des magistrats, premièrement. Donc, si quelque chose il a dit qu'il se prononce par moment sur des violations des dispositions constitutionnelles. Oui, si ça les concerne, ils ne peuvent que se prononcer. Mais si dans la société, on vient de le dire, il y a des défenseurs des droits de l'homme. Si quelque chose ne va pas, c'est le devoir de ceux-là d'être au devant de la scène. L'obligation de réserve oblige quand même le magistrat à ne pas parler comme tout le monde peut le faire. Voilà. Et maintenant, concernant le cas des CELI, ce sont des magistrats qui sont à la tête des CELI depuis toujours. Mais on constate que ces élections, le plus souvent, sont émaillées de violence. Et ça veut dire que, ils sont des hommes qui ne doivent pas, en principe, être affiliés à un bord politique. Mais comment en est-on arrivé là? C'est vrai que le magistrat ne doit pas exercer d'activité politique. Oui. C'est interdit. On ne peut pas cumuler le pouvoir judiciaire avec les autres pouvoirs législatifs et exécutifs et faire la politique. Seulement, les présidents des CELI sont des techniciens. Ce sont des techniciens qui sont mis à la tête de la CELI pour pouvoir diriger la CELI. Ils ne sont pas là pour faire la politique. Moi-même, j'ai été président de CELI plusieurs fois. 93, 95, 98, jusqu'à 2003 récemment, j'ai été président de CELI. Mais c'est la technique. Technique. Nous, on ne connaît pas qui est de tel parti, qui est de tel parti, qui est de tel parti. Non, du tout. On n'est pas là en tant que politicien. On est en tant que magistrat et techniquement, nous faisons le travail de technicien judiciaire. Oui, mais aujourd'hui, dans le schéma actuel, l'auditeur dit, bon, disons, vous le connaissez bien, Maître Kandé disait que la CENI n'a pas encore fait l'unanimité, mais les magistrats sont nommés. Mais les magistrats, nous sommes nommés. Quand vous êtes nommés, vous allez dire non. Nous sommes des fonctionnaires. Nous sommes nommés. C'est comme vous nous dites, quand nous serons nommés, par exemple, président de la Chambre administrative de la Cour suprême, que je refuse. Vous êtes nommé, j'ai dit que vous êtes nommé techniquement. Vous n'êtes pas nommé comme membre de parti uni ou membre de parti, de quel parti, de tel parti. Vous êtes nommé comme magistrat. Point. Et ça veut dire ce que ça veut dire, chers collègues. C'est comme ça que ça se passe. Tous les collègues qui sont nommés comme président CELI le savent. Madame Adjaré même en est conscient. Nous ne sommes pas nommés comme membres d'un parti politique comme les autres membres. Non. Nous sommes nommés en qualité de magistrats pour gérer la CELI. Voilà, pour gérer la CELI. Madame Aradi, vous voudrez ajouter un mot? Je voudrais d'abord remercier Maître Kandé Adjaré pour les félicitations
qu'il a envoyé à vous CSM, et également au CSM. Oui, merci beaucoup à lui. Mais comme Mme Didot nous vient de le dire, Maître Mandé Adjaré, il sait que constitutionnellement, selon le code électoral et tout, c'est un travail technique que les magistrats sont appelés à faire au niveau des CELI. Voilà. Et on n'en dit pas plus. Maintenant, on boucle avec notre dernier auditeur qui a dit, oui, et il a été très clair simplement que vous devez rassurer. Et mais lui, les gros bras, lui aussi en est conscient et qu'il faut qu'à la justice, vous rassurez les justiciables. Ah oui. Très rapidement. Oui, je l'avais dit, les gros bras, ce ne sont pas les magistrats qui les sollicitent, jamais. Moi, je n'ai jamais entendu dire qu'un magistrat a demandé qu'un gros bras intervienne. Peut-être, nous avons entendu au cours de notre campagne qu'il y a certains huissiers qui leur font appel. Je n'ai pas vu ça, voilà. C'est ce qu'on a appris. Mais nous avons dit que ces huissiers-là aussi doivent cesser de faire ça, parce que si l'exécution de la décision leur pose problème, ils doivent recourir au procureur de la République ou au procureur général pour demander l'assistance de la force publique. C'est ce que la loi leur reconnaît. En quelques secondes, madame, votre mot de conclusion rapidement. Merci à Victoire FM. Victoire FM, oui. Par le biais de Joachim. Et pour nous avoir donné l'opportunité d'intervenir sur votre chaîne et puis permettre à tout un chacun de nous de connaître nos droits et nos devoirs et de s'y conformer. Je vous remercie. Madame Aradi Azanlidi. C'est dire également merci à Victoire FM qui nous a donné cette opportunité. Ça a permis, je crois, à la population de comprendre un tout petit peu. Malheureusement, nous n'avons pas pu tout étaler ici sur les droits et devoirs des justiciables. Et il serait aussi bon que la même émission se reproduisent en EV ou en d'autres langues locales pour permettre. Il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Victoire FM vous ouvrira à ses portes. Merci, mesdames. Et je rappelle, messieurs, dames, c'est la fin de l'émission. Vous avez écouté sur nos antennes ce matin, madame Akpene Didot, magistrate, présidente de la Chambre administrative de la Cour suprême, membre du Conseil supérieur, et madame Aradi Azanlidi Justine Maoulawe, magistrate également, premier avocat général près la Cour suprême du Togo, membre du Conseil supérieur de la magistrature. Ascoul, merci. Encore merci. Merci à Romuald Lanceau, merci à vous tous qui nous avez reçus. Jacob vous retrouve à 9h. À 13h, nous serons là tout comme à 18h. Excellente journée à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.